Geoffroy, vous allez peut-être, pour commencer déjà, nous parler un petit peu de ce que vous faites chez AXA Climate et comment ça rejoint notre sujet de l'intégration de la biodiversité dans les stratégies d'entreprise. Vous m'entendez ? Oui. Oui, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Alors AXA Climate, c'est une entité du groupe AXA qui est dédiée au sujet de transition environnementale. Donc on a 4 lignes d'activité. Forcément une activité d'assurance, donc initialement sur les sujets de gestion des risques climatiques physiques et désormais aussi sur comment accompagner des acteurs dans leur transition. Donc, par exemple des sujets d'assurance pour aider les agriculteurs à réduire leur consommation de produits phytosanitaires. Une deuxième activité autour des sujets de formation. Donc on a développé une plateforme de e-learning et des formats d'ateliers pour essayer de faire prendre conscience aux COMEX, aux équipes opérationnelles, en fait à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, comment commencer à intégrer les enjeux de durabilité dans leurs activités au quotidien. Une troisième activité pour en fait faire la jonction entre la sensibilisation, la formation et la gestion du risque, qui est une activité de conseil, pour en fait accompagner les entreprises à développer leur stratégie et après à la mettre en place de manière opérationnelle. Et enfin, une quatrième activité qui est plus récente, qui est en fait d'essayer d'automatiser certaines des analyses qu'on peut réaliser, et donc une activité de logiciel qui est plus récente. Mais l'objectif, c'est vraiment en fait d'avoir une entité au sein du groupe qui essaye de réfléchir de A à Z sur les sujets de transition, à la fois sur la partie accompagnement formation, le plan de transition, et en fait aider à prendre une partie du risque, à porter ce risque si jamais le plan est complexe à mettre en œuvre. Merci. Alors, Geoffroy, du point de vue justement un petit peu macro là, que vous avez chez AXA Climate, d'après vous, quels sont les leviers aujourd'hui de l'entreprise pour vraiment intégrer la biodiversité à sa stratégie et éviter, comme je le disais en introduction, que ce soit finalement une annexe des rapports qu'on peut faire sur le développement RSE, etc. Comment s'assurer que ça soit vraiment au cœur de la stratégie et pas quelque chose finalement à côté ou une petite panoplie d'initiatives, mais qui ne sont pas directement sur les impacts réels de l'entreprise sur la biodiversité? Oui. Je vais reprendre quelques éléments qui ont été donnés dans les interventions précédentes. Mais en fait, quand on parle de biodiversité, ce qui est intéressant pour une entreprise, c'est que ça va lui permettre de mobiliser l'ensemble de ses leviers. Et pourquoi ? Parce que si on caricature un petit peu pourquoi une entreprise devrait travailler sur la biodiversité, c'est qu'il y a la première partie qui a été présentée au début, c'est qu'il y a un effondrement de cette biodiversité. Donc on a des raisons éthiques, intrinsèques, en termes de responsabilité vis-à-vis des générations futures à travailler sur ce sujet-là. Il y a tout un tas d'indicateurs dont on a parlé. On a parlé de l'indicateur Planète Vivante de WWF. On pourrait parler du nouvel indicateur de l'IUCN sur le fait qu'il y ait plus de 30% des espèces d'arbres en danger d'extinction. On a parlé des insectes sur les pare-brises. Il y a un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est juste se dire, pensez la diversité spécifique, donc le nombre d'espèces animales et végétales différentes qu'il y avait dans les dessins animés que vous regardiez quand vous étiez petit, et aujourd'hui, celles que vous regardez, que vos enfants regardent ou que vos petits-enfants regardent. Et en fait, ça montre un vrai décalage sur notre perception de la nature. On en voit beaucoup moins que ce qu'on en voyait il y a 30 ans, et ça, c'est aussi un symbole de cet effondrement. Donc éthiquement, on a une première justification pour agir. Et ça, en fait, ça donne quoi comme levier ? C'est qu'on va pouvoir mobiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça va concerner l'ensemble des métiers. On parlait des responsables achats. Comment est-ce qu'on peut les former pour qu'ils sachent mieux structurer leurs contrats, demander les labels qui vont bien, voire demander des nouvelles pratiques auprès de leurs fournisseurs. La deuxième raison, on en a un petit peu parlé, c'est le sujet de la dépendance. En fait, cette érosion de la biodiversité, elle permet d'introduire une notion qui est importante pour les entreprises, qui est la notion d'argent. Puisque finalement, en s'érodant, la biodiversité, elle fait que les services qu'elle rend s'érodent également. Ça, c'est une notion qui est plus complexe, donc juste quelques exemples un peu concrets. Imaginons, on est une centrale hydroélectrique. Dans notre bassin versant, on va récupérer de l'eau de pluie, on va récupérer l'eau qui arrive pour produire de l'électricité. On imagine qu'il y a une forêt pas loin. En fait, cette forêt, elle rend des services écosystémiques. Elle va notamment limiter l'érosion des sols quand il y a de la pluie et du ruissellement.
Donc s'il s'avère que pour une activité économique, on coupe une partie de cette forêt, on va avoir de la terre qui va ruisseler et qui va arriver dans le bassin de rétention du barrage. Ça fait quoi? Ça fait que ça coûte plus cher de nettoyer le barrage, donc des OPEX supplémentaires pour l'opérateur, et ça fait que pendant ce temps-là, on produit moins d'électricité, donc des revenus qui diminuent aussi. Ce n'est pas un exemple fictif, c'est ce qui est arrivé dans un barrage aux Philippines il y a quelques années. Ça montre qu'en fait, la nature, elle nous rend des services qu'on peut commencer à mesurer financièrement en tant qu'entreprise. Il y a plein d'autres exemples. On peut parler de l'approvisionnement en orange en Floride, où il s'avère qu'on a asséché des zones humides pour construire des bâtiments. Ça a modifié un petit peu le microclimat, et donc tous les champs où il y avait des orangers, leurs rendements se sont effondrés. Donc ça a créé un accroissement de la volatilité du coût de la matière première à cet endroit-là. Donc ça fait que ça donne un deuxième levier pour les entreprises, qui est que comme un effondrement de la biodiversité fait que ça a une incidence matérielle financièrement, qui est dure à regarder. Honnêtement, ça demande de vraiment creuser le sujet, mais ça permet en fait de mobiliser désormais plus de monde au sein de l'entreprise. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, même si le fait que ça s'érode, le fait que ça coûte de l'argent, ça ne serait pas des raisons suffisantes, c'est que de toute façon, maintenant, on n'a plus tellement le choix, vu que la réglementation nous permet ou nous force à faire des études sur quel est notre lien avec la biodiversité. Donc voilà, en fait, c'est les 3 sujets qui, éthiquement, financièrement et juridiquement, permettent de faire parler l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur le sujet de la biodiversité, et c'est ça qui permet de mobiliser l'ensemble des leviers, en fait. Très bien. Et du coup, par rapport à ces leviers que vous évoquiez, est-ce que dans le même ordre d'idée, vous avez des grands conseils à prodiguer aux entreprises qui sont dans la salle et qui se poseraient la question de par où je prends les choses, quoi? Je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets qui ont déjà été abordés avant. C'est que effectivement, les métriques, elles sont pas parfaites, les données, elles sont pas parfaites, mais ça, c'est pas des justifications en fait pour pas commencer à travailler sur le sujet. Il y a déjà largement de quoi faire avec des cadres comme SBTN sur comment en fait faire l'analyse de matérialité pour identifier les sujets les plus importants et ensuite fixer les trajectoires sur ces sujets-là. Donc, il y a des cadres qui permettent d'agir. Et la question, c'est de s'en saisir. Je pense que ça, c'est le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas être effrayé par la diversité des cadres. Et vous allez voir qu'il y a plein de types d'outils, il y a plein de types de métriques, et il y a plein de types de cadres pour faire du reporting. Ça, il suffit d'en choisir un, et en fait, il y a plein de passerelles les uns avec les autres. Le deuxième sujet, c'est attention, il faut pas, c'était assez bien dit sur l'intervention d'avant, il ne faut pas se lancer corps et âme sur des projets un peu flagship de restauration de la nature sans réfléchir foncièrement à comment on peut réduire les impacts négatifs qu'on a via notre business model et via notre relation avec la chaîne de valeur. Et si on fait le parallèle avec le climat, sur le climat, on ne se permet pas de compenser avant d'avoir travaillé sur une trajectoire de réduction de nos émissions. Et en fait, sur la biodiversité, il y a exactement le même sujet. Il faut vraiment travailler aussi sur la réduction des impacts négatifs. Pas forcément besoin d'une métrique hyper compliquée. Franchement, il va réfléchir à des mètres cubes d'eau qu'on utilise, à des tonnes de certaines matières premières, où est-ce qu'on les extrait, pour pouvoir justement réfléchir à cette réduction d'impact. Après, on peut faire des modèles pour essayer de lier ça à des écosystèmes précis. Mais foncièrement, pour piloter la stratégie, on va avoir des métriques hyper concrètes. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième point, c'est pas forcément se focaliser, surtout pas se focaliser uniquement, c'est important de travailler sur la restauration, mais il ne faut pas le mettre comme le seul objectif. Il y a un vrai travail sur la réduction des impacts des modèles. Et voilà, je ne donne pas de troisième comme ça, même si on aime bien réfléchir en ternaire en France, là comme ça, c'est les 2 premiers qui viennent. Alors, merci beaucoup, Geoffroy. Juste parce que je vois que le temps passe et je voulais quand même vous demander, parce que peut-être d'autres dans la salle se posent la question, on a beaucoup parlé des crédits carbone, des avantages, des inconvénients du système. Est-ce que d'après vous, on va vers un crédit biodiversité et est-ce que ça va reposer un peu les problèmes du crédit carbone? Et oui, pour 10 secondes, ça va être c'est une question
Oui, il y a clairement un marché biodiversité, du crédit biodiversité qui est en train d'émerger. Donc il y a beaucoup de débats, juste pour avoir un peu les grands enjeux sur la sémantique, entre voilà, est-ce qu'on parle de crédit, est-ce qu'on parle de certificat, est-ce que ce qu'on veut essayer de revendiquer, c'est de la compensation, ou au contraire, est-ce qu'on veut complètement le séparer du sujet compensation et utiliser plutôt les crédits comme une sorte de label qui permettrait de montrer qu'on finance des projets qui ont une vraie valeur écologique en termes de fonctionnalité. C'est un autre débat. Oui, il y a un marché qui est en train de se structurer. Il y a le marché obligatoire pour un certain nombre d'entreprises déjà sur si on fait de l'immobilier, si on fait du développement d'infrastructures, il y a déjà besoin d'un équivalent crédit biodiversité sur les projets de restauration et de compensation. La question, c'est le marché volontaire. Et donc sur le marché volontaire, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se structurer en France avec l'ouverture sur les sociétés naturelles de restauration qui permet probablement d'avoir en fait une offre en termes de crédit qui va émerger. Donc la question après, c'est leur utilisation. Est-ce qu'elle doit être utilisée par des grands groupes qui sont sur des secteurs un peu plus loin de la nature pour essayer de compenser les impacts dans leur chaîne de valeur? C'est ça tout le débat à l'heure actuelle. Donc je vais essayer de faire très court. Oui, il y a un marché qui existe avec plein de labels qui vont proposer leur méthodologie. Je dirais que ce qu'il faut essayer de garder en tête, c'est que la biodiversité, c'est beaucoup moins fongible qu'une tonne de carbone. Donc il y a quand même une question de bon sens à essayer d'avoir sur si on se dit tiens, on veut financer un projet de restauration. Est-ce qu'on veut le financer parce que ça peut avoir un lien avec notre chaîne de valeur, limiter des risques locaux? Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de claimer et de revendiquer un crédit en plus, alors que déjà rien que le fait de le financer, c'est déjà bien en termes d'impact positif? Et dans ce cas-là, on sort de la compensation? Ou est-ce qu'on considère qu'on est une activité où il y a des seuils qui seront jamais atteignables et on veut compenser? Et là, dans ce cas-là, il y a probablement besoin de ce marché volontaire. Et oui, il avance très très vite. Les discussions à la COP, ça montre quand même qu'il y a plein de standards qui ont développé leur modèle. Il y a les premiers qui ont émergé en Colombie l'an dernier. Et j'ai vu qu'il y en avait encore un là qui avait été émis il y a quelques semaines. Donc il y a les premiers crédits biodiversité qui émergent. Donc je pense que la question, c'est pas il va émerger, c'est sûr. C'est plutôt l'utilisation qu'on veut en avoir. Alors, je pense qu'il faudra une nouvelle table ronde pour ça. Geoffroy, est-ce que vous restez avec nous après? Oui. Alors, messieurs, dames, si vous voulez peut-être garder des questions pour lui après. Notre table ronde, du coup, s'achève avec cette dernière interview. Et je vais passer la parole maintenant à Laurent Zagaroli qui va introduire les speeches de start-up.